Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des experts du digital, de la Caraïbe and beyond. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, accompagnée de... Mako Jeune. Enchantée. Salut tout le monde. Bienvenue et merci du coup d'être venu sur Sauce Digital. Merci pour l'invitation du coup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et parler un petit peu de ton activité? Il faudrait peut-être déjà que je parle pourquoi est-ce que je t'ai invité. Ouais, ça peut être une bonne entrée en matière. Je pense qu'en soi, par rapport à tes activités, t'es quand même assez connu et reconnu, en tout cas en Guadeloupe. Et du coup, moi, je t'ai découvert par rapport... je t'ai découvert quand j'avais pas d'électricité, en fait. D'accord. Ok. Bon, heureusement, à la lueur de mon téléphone, j'ai pu aller sur Panneau Lumière et du coup noter que à Trois-Rivières, à ce moment-là, il y avait pas de lumière. Et je me suis demandé, mais... qui est-ce qui code à la bougie, en fait? C'est qui ce mec, en fait? Et c'est comme ça que je suis tombée sur ton Instagram. Et du coup, voilà. Ok, c'est cool. Déjà, t'as vu la petite phrase à la fin, tout en bas de la page, c'est cool. Coder à la bougie. Je prends du temps pour trouver des bêtises à mettre en bas de mes pages et ça fait plaisir. Ouais, mais justement, c'est resté, tu vois, parce que cette phrase, je l'ai vue il y a peut-être 3 mois maintenant et je m'en souviens exactement. Effectivement, ouais, ça date. Et je suis pas retournée sur le site depuis, j'avoue. Ouais, moi j'ai essayé, mais à chaque fois, quand j'ai pas de courant, j'ai pas de réseau, donc je peux pas accéder à mon propre site. Oh, waouh. Voilà, c'est cool. Du coup, c'est vraiment hyper altruiste comme initiative si tu peux même pas t'en servir toi-même. Exactement. Ok. Ouais. Mais du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Yes, je suis Mako Jaune, donc sur les réseaux, on va dire c'est le personnage public, mais c'est Marvin mon prénom. Donc j'ai 33 ans cette année, je crois. Je suis obligé de compter à chaque fois, je retiens jamais. Donc 33 ans cette année, je suis développeur web de formation et c'est l'activité principale. En freelance du coup, et depuis la Guadeloupe. Voilà. Ok. Et ça va, on est dans le thème. Oui, on est dans le thème, toujours dans la tech. De toute façon, je suis un passionné de tout ce qui a des piles et des batteries depuis très 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 jeune. Ouais. Et donc j'ai grandi dans cette optique-là de devenir informaticien au début et puis après ingénieur. Donc j'ai un master 2 en informatique. J'allais te demander si tu as fait tes études en Guadeloupe. Mais... Yes, oui, j'ai fait une partie des études en Guadeloupe. Ouais. Donc après le bac, je suis rentré à Supinfo. Donc c'était une école qui avait ouvert genre 1 an avant mon bac. Donc c'était la deuxième session en fait d'admission. Du coup, donc c'était une école privée assez chère, on va dire pour 5 ans, c'était 5 000 € à l'année, je crois, un truc comme ça. Donc à l'époque, c'était cher. Maintenant, c'est plus trop. c'est toujours cher, hein? Oui, c'est cher, mais je veux dire, il y a des écoles. Non, mais parce que je crois qu'il allait dire. Maintenant, avec l'inflation, c'est plutôt abordable. Non, du tout. Au contraire, c'est que les écoles maintenant sont plus chères que ça, quoi. Il y a des écoles. Oui, il y a des écoles qui sont clairement à 10 000 balles l'année. Exactement. Et en plus, je veux dire, c'était les débuts des écoles d'informatique et tout. Ouais, exact. Donc c'est peut-être pour il n'y en ça avait pas qu'ils pouvaient beaucoup. pas autant Déjà, chiffrer, je crois que c'était la première en Guadeloupe. Oui. Donc voilà, il y avait. Ouais, c'était la deuxième session d'admission, donc il y avait genre 2 classes, peut-être 3 quand je suis rentré. Et donc j'ai fait, alors sur les 5 ans, j'en ai fait une en Belgique. Donc je suis parti juste pour explorer, parce qu'on avait le droit de... il y a plusieurs campus à travers le monde. C'était à ton initiative, du coup, tu avais envie de partir? Ouais, c'était vraiment pour changer d'air. J'avais fait les 3 premières années en Guadeloupe. Okay. Et je suis parti pour la 4e, et que je dis des bêtises, je crois que je suis parti pour la 3e, je me rappelle plus. Okay. Il y avait 2 premières années. Enfin bref, j'ai fait une année pour le fun à Bruxelles. Et donc c'était cool. C'était comment? C'était bien. Enfin moi j'ai bien apprécié. Le seul problème c'est, ce qui m'a fait rentrer, c'est qu'on a des stages obligatoires en fin d'année. Et les stages, par définition à Bruxelles, ils sont pas rémunérés. Donc en étant étudiant là-bas, loyer, etc., c'était un peu compliqué de rester. C'est 3 mois de stage, donc sans entrée d'argent. Mm-hmm. Donc, et à cette époque-là, j'étais pas encore freelance. Donc, je suis rentré faire mon stage ici et continuer mon cursus au final. Tu l'as fait où ton stage? Alors, j'en ai fait. Enfin, il y a des stages chaque année. Donc, sur les 5 ans, j'ai fait plein de stages. Et je crois cette année-là, sur mon retour, j'ai fait mon stage au groupe Landin, donc chez ECB. Oui. Donc, c'était on va dire la holding, donc qui gère toutes les autres boîtes, et le service informatique qui était c'était un stage très très intéressant. Ouais, c'était un stage formateur. Ouais, formateur, ouais.
Ok. Et en même temps, j'étais assez en autonomie. Donc, j'avais mon petit projet que je devais faire. J'avais mon bureau parce qu'il y avait des gens en congé. Donc, j'avais mon petit projet qu'on m'a donné, que j'ai fait. Ouais. Et j'ai pu le mettre en place et l'implémenter, tester, avoir des retours, etc. Donc, c'était assez cool. Ok, stylé. Je te pose la question parce que du coup, dans la vie, je suis aussi formatrice. Mhm. Et donc, formatrice marketing et tout ce qui est génération de contenu à l'aide de l'IA et tout. Ok. Et en fait, pour mes étudiants, c'est difficile de trouver des stages où... Ah oui, Ou oui, le des marché est stages et compliqué. des alternances, voilà, Ouais. où ils ont une réelle autonomie Mhm. ou alors où ils n'ont pas juste des tâches commerciales. Ouais, je vois. Et je te pose la question parce que justement, tu disais que c'était les débuts de l'école. Donc Oui. j'étais un peu en mode, ok. Mais du coup, niveau informatique, est-ce qu'en interne, t'as été formé par des gens? Tu vois, c'était comment pour les informaticiens et les devs à l'époque en Guadeloupe, en fait? Ah, ok. Alors, c'était... En fait, il y avait un peu de tout. Il y avait des stages où tu faisais... Par exemple, je sais que j'avais des camarades qui étaient en stage dans des sociétés informatiques, mais qui faisaient plutôt... c'était plus commercial au final ce qu'ils faisaient. Donc, soit commercial, soit... en tout cas, service client ou les tâches du quotidien de quelqu'un qui travaille dans une boutique d'informatique, quoi. Et pas vraiment orienté Technique. sur le technique, etc. Et il y en avait d'autres qui étaient vraiment intégrés à une équipe de dev, par exemple, en interne. Donc, il y avait des boîtes qui faisaient vraiment du développement en interne. Et là, ils étaient vraiment Des épanouis. agences. C'était un peu avant les agences, en vrai. Comment, hein. comment C'était... on dit, Mais c'était les... comment ils appellent ça maintenant? Mais oui. Des SS2I. Voilà, voilà, SS2I et exactement. tout, ouais. C'était les grosses boîtes, au final, qui géraient l'informatique de plein d'autres petites sociétés. Oui, qui faisait de l'infrastructure, en Exactement. fait. Ouais. Donc, ils faisaient à la fois du réseau, maintenance, mise en place d'ordi, etc. Ouais. Et parfois du développement aussi. Donc, ouais. Et moi, j'ai eu la chance aussi de commencer... mon premier stage, c'était avec, on va dire, un petit entrepreneur solo, presque, Ah, c'est cool, ça. qui avait une solution de gestion de cabinet d'avocats. Donc, voilà, c'était un truc c'était un logiciel qu'il a développé lui-même et qu'il vendait, du coup, à des cabinets en Guadeloupe, principalement sur Pointe-à-Pitre d'ailleurs. Et du coup, j'ai pu voir dès l'entrée, en fait, à l'école que la partie entrepreneur du business, au final, et le fait que il gère un peu tout, puisqu'il fait à la fois le développement logiciel et aussi la mise en place, la maintenance. Quand il y a des soucis, il vient intervenir sur place, quoi. Donc, on a fait pas mal d'interventions, d'épannages, etc. Ok. Du coup, il y avait déjà aussi cette notion de créer des trucs pour les gens par les gens, un peu. Exactement. Ok. C'est venu assez rapidement, puisque alors, je suis entré à l'école, je crois, en 2010. Ouais. Ok. Et j'ai créé ma première... mon premier statut auto-entrepreneur, c'était en 2013, je crois. Donc, j'ai juste eu le temps d'apprendre à coder. Et après, j'ai commencé à faire mon premier site, c'était en 2013, ouais. Ok. Tu l'as vendu combien, ton premier site? Je crois que c'était quelque chose comme 400 €, un truc Mais comme ça. c'est pas possible, c'est le chiffre magique. C'est 400 €, ouais, un truc comme ça. C'était Tout le monde, un site WordPress pour un hôtel. Un petit hôtel qui était à Sainte-Anne. Je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Le site existe toujours, mais je sais pas si eux, ils sont encore en activité finalement. Et c'était justement, c'était suite à un stage. C'était un stage en agence de voyage cette fois-ci. Et mon responsable, mon maître de stage, on va dire, mon tuteur, je vais chercher le mot. Ouais. Mon tuteur m'a recommandé après mon stage à une de ses amies qui gérait l'hôtel au final. Donc c'est ça mon premier site, en solo et tout. Ouais. Je sais pas. En fait, c'est pas la première fois que je pose cette question sur le podcast. Et c'est toujours 400 C'est toujours 400 €. Il y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec Clyde, Rinaldo je sais pas si tu le connais, de Fouili notamment. De nom, son nom me dit quelque chose. Ouais. Donc, je pense qu'on doit être sur LinkedIn connecté. Il est dev aussi, donc je pense qu'il y a des bons communs. Et pareil que toi, 400 €. Ok. Voilà. Okay. Moi, c'était 300 du coup. D'accord. Voilà. Premier site, pour le coup, je l'avais pas codé moi-même, c'était un site Elementor éclaté. Mais je l'ai vendu 300 € et il les valait carrément pas. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le chemin de...
tu commences à comprendre que tes compétences sont monétisables, tu les vends, mais en fait, tu comprends pas que t'es pas encore un businessman à ce moment-là. Exactement, c'est ça. Et du coup, c'est des choses que tu apprends sur le tas. Ouais. Et justement, l'école, enfin, en tout cas, ce type d'école-là ne te formait pas spécialement à être indépendant. Ouais. C'était vraiment orienté intégrer une grosse boîte, être un salarié, cadre, etc., etc. Et c'était pas... Du coup, en fait, au fil des expériences pro et des différents stages, et notamment le dernier, c'était un contrat pro, donc je suis resté presque 2 ans, enfin, je sais plus combien j'ai fait, 1 an ou 2 ans en tout cas dans une entreprise. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'était pas pour moi du tout. Les horaires, Qu'est-ce qui te plaisait pas, ouais. En fait, c'est un peu l'incohérence qu'il y a entre le fait d'être présent et d'être productif, actif. Du coup, je me levais super tôt pour aller au boulot, pour éviter les embouteillages. J'arrivais, j'étais KO, je m'endormais, je somnolais sur l'ordi toute la matinée, tu vois, et c'est l'après-midi que j'étais vraiment efficace et que je faisais toutes les tâches que je devais faire au final. Et ça dérangeait personne au final. Donc, j'étais là, je faisais des heures, je faisais des journées pleines. Et au final. La moitié de la journée. Ouais, je travaillais la moitié de la journée. Je me sentais mal au début, puisque c'était mes premières expériences. Et voilà. Et au final, ça servait pas à grand chose, quoi. Et moi, je suis un oiseau de la nuit, finalement. J'ai découvert ça après. Et ouais, donc c'est la nuit que je suis vraiment le plus actif, le plus productif. Et tu vois, à part des métiers... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux travailler en tant que salarié de nuit, quoi. Non. En tout cas, dans la tech, pas beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est lié au travail. Parce qu'en fait, ce que tu décris, le fait d'arriver au travail, c'est tout un processus. Tu arrives, tu t'installes, tu prends le café, exactement. Tu te réveilles, tu socialises. Enfin, il y a beaucoup de codes, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas tant par rapport aux horaires, c'est plus par rapport aux gens. Les gens, ils m'angoissent rapidement, tu vois. D'accord. Vraiment très, très rapidement. Et en fait, j'apprécie de manger seul, de passer du temps seul, de m'éloigner, en fait, du groupe dans lequel je suis forcée d'être parce que j'ai besoin de gagner de l'argent. Et du coup, en fait, c'est vite devenu une source de stress, en mode « Ah, mais tu nous aimes pas, t'as pas envie de faire ça avec nous. Ouais. » Ou même voir des fois en opposition avec ma performance professionnelle sur le « Ah, en gros, elle vient pas aux apéros, je suis sûre qu'elle fait rien, quoi. » Ouais, d'accord, je vois. Tu vois, et du coup, je trouve que ça, c'est un peu, enfin, comment dire, c'est un peu douloureux. Parce qu'en soi, ça me plaisait d'avoir des collègues, d'être dans une démarche collective, mais il y a trop de rigidité dans le 9 to 5, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai ressenti aussi à certains niveaux. Après, je pense que le côté tech et geek, enfin, surtout développeur, etc., au final, on a un profil assez similaire entre nous. Et donc, on n'a pas vraiment cette injonction-là. On sait tous qu'on est un peu bizarre et qu'on est un peu asociaux, du coup. Du coup, on n'a pas... Je pense qu'il n'y a pas autant d'attentes et de pression sociale. Mais si j'étais dans une boîte... Enfin, si j'étais dans des grosses boîtes ou des boîtes avec plus d'effectifs, peut-être que là, ouais, j'aurais ressenti ça. Je l'ai potentiellement ressenti, pendant... Parce que j'ai travaillé après à France Antilles pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Autre ambiance. Autre ambiance, ouais, mais pas vraiment en fait. Pourquoi Parce que du coup, déjà, c'est un média. Donc, le rythme de production est différent. La place même de l'équipe de dev, je trouve aussi, l'est aussi. Ouais. Puisque du coup, c'était le moment où ils étaient en train de migrer sur leur site, là, leur fameux site où il y a... Ouais. Où en fait, on était en train de quitter t'as la version papier et le site, c'est un nice to have. Ah, le site devient un must have. Exactement. Oui, c'était ça. C'était il y avait la volonté quand même de garder tout le temps, toujours le papier comme le cœur de l'actualité et de faire en sorte que le site soit beaucoup plus utilisé, etc. Et je suis arrivé juste après, je crois, le changement le renouveau du site. Ok. Donc, parce que j'imagine qu'en interne, ça devait faire aussi une transition, tu vois. Ouais. Puisque, en fait, comment dire,
Les employés de France Antilles aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'était ce média il y a 10-15 ans. Ah oui, ça c'est sûr. Et je ça, trouve sûr. ça Même il y a 5 ans, c'est fascinant. déjà. Mais ouais, voilà. voilà. Et du coup, je me demande en interne comment c'était pour les gens qui étaient là depuis le début, tu vois. Ah oui. Qui ont vu ah oui. des processus, en fait, qui étaient ancrés, voire qui faisaient partie de la culture du journal et qui ont complètement été modifiés par rapport à la transformation digitale. Ouais, et ça, toi, t'arrives en plein milieu de tout ça. C'est exactement. Et ben moi, j'arrive dans l'équipe digitale, du coup, qui, on va dire qu'il y a eu une nouvelle dynamique pour cette équipe-là et qu'il y avait une volonté de créer et d'apporter du nouveau. Et c'est pour ça que je suis arrivé. Enfin, c'est pour ça que j'ai accepté que j'ai commencé à bosser avec eux. C'est un beau challenge, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en tout cas, c'était prometteur, intéressant au départ, puisque il y avait une volonté de mettre à niveau les applications, de créer des interactions avec les auditeurs et les lecteurs. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi... en tout cas, on était dans le même bureau que l'équipe qui gérait la pub et les choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils étaient là depuis... Enfin, on avait des collègues qui étaient là depuis longtemps, donc qui ont vu tous les changements et tous les soucis aussi. Donc, ils étaient assez échaudés, on va dire, au niveau des changements et des nouveautés. Donc, on entendait... Dans les discussions, on entendait qu'il y avait du vécu, qu'il y avait quelque chose. Et aussi au niveau de la production, au niveau vraiment de l'impression, l'imprimerie et la partie machine, il y a eu des nouveautés aussi pendant que j'étais là. Donc, il y a eu des changements de machine, il y a eu des nuits blanches pour passer d'une machine à l'autre, etc. Donc, j'ai pu voir pas mal de changements, pas mal de transitions dans cette expérience pro-là. Et c'est vrai que c'est vraiment... c'est intéressant à observer puisque je suis assez maco, du coup. Assez curieux. Donc même si je travaille, j'observe ce qui se passe autour de moi et j'analyse au final les personnes. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Non, mais je vois. Et en fait, c'est surtout par rapport à ton métier de développeur, je trouve que des fois, il y a un peu de distance avec l'impact que ça a réellement sur les utilisateurs, tu vois. En mode, tu construis quelque chose avec ta team, basé sur un besoin qu'on t'a transmis. Exact. Mais du coup, voir comment ça se passe dans les faits, ça peut être compliqué. C'est ça. Et là, t'avais en fait un aperçu, je trouve. Parce que du coup, ces personnes qui étaient là depuis longtemps et qui étaient attachées peut-être à des fonctionnements par rapport à ce que ça représentait aussi au niveau de leur poste, tu vois. Je pense que ça pouvait donner un avant-goût de certaines frustrations utilisateurs qui allaient avoir lieu. Donc même dans, tu vois, la pratique de ton métier, c'était intéressant aussi, je trouve ça cool. Ouais, c'était très intéressant, franchement, c'était très intéressant. Et après, c'est vraiment le côté routine qui s'installe et peut-être les frustrations autres qui font que tu as envie de finalement faire autre chose et revenir on va dire, au côté indépendant, libre que j'aime bien et qui me fait vibrer au final. Parce que je me réveille le matin sans réveil, je commence à bosser quand j'ai envie et je peux faire tout ce que j'ai envie de faire dans la journée, tu vois. Donc, je serais par exemple en poste là actuellement, on n'aurait pas forcément pu se faire ça à cette heure-là. Non. Et donc ça serait peut-être à la pause entre midi et 2 ou un truc comme ça. J'aurais trouvé ou poser un après-midi. Qui, je pense, serait moins propice à la discussion, tu vois. Peut-être, ouais. Parce que je me dis, ça aurait pu être après le boulot, mais du coup, ça m'aurait saoulé d'entrer tard chez moi. Parce que j'ai envie d'entrer chez moi, tu vois. Ou les embouteillages, parce que tout le monde fait les mêmes choses aux mêmes heures sur cette île. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et la flexibilité, ça a du bon. Mais du coup, comment tu fais pour avoir à la fois de la flexibilité et de la sérénité? Plutôt de la stabilité par rapport à ton activité de freelance. Parce que là, au final, tu me parlais t'as fait tes études, t'as eu des expériences, t'as pu, du coup, te lancer. T'es retourné dans le salariat et après tu reviens en tant que freelance. Oui. How's the money going? Bien et pas bien des fois. Et, tu vois, en fait, je suis... Il ne s'agirait pas de l'accepter. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je suis vraiment super à l'aise dans l'instabilité au final. J'ai pas de soucis. Enfin, en tout cas, j'ai la chance d'avoir cette sérénité-là, je pense, parce que c'est aussi un privilège au final. Donc j'ai des missions qui me rapportent de l'argent, correctement, tu vois, qui me payent correctement et qui me permettent de durer dans les périodes un peu moins comment dire,
avec un peu Un moins peu creuse, d'opportunités, quoi. un peu Ouais, creuse, ouais, voilà. exactement. Ok. Je cherchais un autre mot, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, donc Calme. c'est calme, ouais, un peu plus calme, un peu plus calme, Mm. un peu moins, oui, plus calme. J'ai toujours pas ce mot-là que je cherche, mais c'est pas grave, ça va. Ok. Mais du coup, ça m'obsède. Abondant, un peu moins Un abondante. peu moins abondante. Exactement. Ah, j'aime bien Voilà. le fait que ce soit aussi positif. Voilà, c'est ce que Mais du je. coup, par rapport à un jeune, Un jeune qui se lance un jeune qui se lance et qui se dit, voilà, moi je suis développeur, I'm gonna make so much money. Oui. Tu n'as pas tort, mais you're not gonna make so much money all the time. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors, un conseil, c'est de. Alors, j'en parlais encore hier soir ou ce matin, en tout cas entre les deux, tu vois, avec un ami qui est aussi entrepreneur et dans la tech, qui est à Paris actuellement. Et il disait on disait qu'on confond souvent le chiffre d'affaires et les bénéfices. Oui. Et du coup, ça serait le conseil que j'ai, c'est que l'argent que tu gagnes, c'est pas forcément l'argent que tu gagnes. Et en fait, même, je dirais qu'on confond souvent avec le résultat. Parce que bénéfice, c'est si ton résultat est positif. Exactement. Oui, résultat, c'est les plus. Ouais. Ouais, Pour parce qu'il y ajouter a un la terme. notion justement de résultat. C'est-à-dire, c'est quoi ton delta entre tes charges. Ce qui reste à la fin. Ouais, Et ouais, exactement, voilà, ce qui c'est reste ça. à la fin. Ouais. Et du coup, alors pour un jeune qui débute, ça sera peut-être flou, tous ces termes seront un peu bizarres, c'est des trucs de banquier. On va vulgariser, y a pas de souci. Ouais, mais du coup, ça serait de penser du coup à la suite, quoi. C'est, je gagne beaucoup d'argent maintenant, peut-être, sur une période donnée pour une mission, mais il faut que je pense au fait que après la mission, je serais peut-être fatigué, j'aurais peut-être pas envie de reprendre une mission tout de suite, ou je vais pas en trouver tout simplement, où j'ai besoin du temps pour moi, de prendre des vacances et tout. Donc, que l'argent que je facture, ben, il faut prendre tout ça en compte, en fait, dedans. Donc, ok, tu vas faire des investissements, des dépenses, des choses comme ça, mais il faut que tu puisses vivre. Enfin, il faut que tu saches combien de temps tu peux vivre sans aucune entrée, en fait. Et après, mais une fois que tu sais que, ok, je peux vivre 6 mois, 8 mois tranquille, là, ben, tu vis bien au final. Tu vois, même si tu as des impondérables, des choses qui viennent sans que ce soit prévu, ben, des imprévus, du coup, eh ben, tu peux anticiper, enfin, tu peux éponger le truc et tu peux gérer, en fait. T'es pas dans l'urgence et dans le mal. Ouais. Mm. Je vois. Et je pense que je rajouterais aussi savoir combien ça te coûte de vivre, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Tous les Exact. mois, Ça, en c'est mode, t'as besoin de base. combien d'argent minimum. Mais je pense que c'est la question à se poser quand tu veux facturer au final. Tu vois, quand tu vas faire quand tu veux calculer ton fameux TJM. Ouais, exact. Je pense que le TJM, c'est encore un truc assez abstrait ici, en Guadeloupe en tout cas. Tu trouves? Je trouve, ouais. Je trouve. Parce que Moi, je trouve que c'est abstrait pour tout le monde, en fait. Ben, En mode, en tant que freelance, ça a du sens pour ta comptabilité personnelle. Pour tes clients, ça en a rarement. Ben, les clients qui sont habitués à fonctionner avec, ils savent. Mm. Et tu sais que, enfin, si tout le monde parle de TJM, par exemple, ben, ok, on va se comprendre et on va savoir qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais c'est vrai que quand tu vas parler à des clients ici, par exemple, qui seront pas forcément des grosses entreprises ou des boîtes, c'est souvent des clients particuliers porteurs de projets, tu vas leur parler d'un TJM, ils vont te dire, c'est quoi ça, tu vois, donne-moi un prix, donne-moi un montant. Donne-moi un prix, ouais. Et tu vas pas pouvoir facturer de la même façon que tu facturais une agence à Paris ou que tu facturais même une agence ici, tu vois. Les agences, par exemple, sont plus habituées à bosser avec ces termes-là et à ces fonctionnements-là, donc payé à la journée. Oui. Donc TJM, du coup, c'est le taux journalier moyen. Exactement. Ouais, pour les néophytes. Et du coup, c'est le montant que tu factures ta journée au final, ta journée de travail. Mais ça aussi, toi, c'est assez flou parce qu'une journée de travail, c'est quoi? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 5 heures? Est-ce que c'est 7 heures? Donc, c'est toi qui décides au final quand t'es indépendant, normalement. En tout cas, quand t'as ce choix-là. Mais du coup, voilà, moi, si je travaille 2 heures par jour et que toi, toutes les tâches sont faites, enfin, tout ce qu'on me demande est fait, est-ce que mon TGM a vraiment le même sens que quelqu'un qui passe 7 heures sur sa journée, quoi? Oui, bah non, du coup. Il y a plein de questions. Enfin, c'est tellement variable que ça n'a pas vraiment de sens au final. C'est ça. Je pense que ça a plus de sens justement de partir de ton besoin. Et après, moi, c'est un mentor qui m'avait donné ce conseil-là, c'est d'adapter tes tarifs à chaque nouveau client, en fait.
Ouais. Et je l'ai fait depuis et j'ai jamais regretté, tu vois. Ok. Donc Oui. peut-être je suis partie de trop bas et je suis pas au courant. Mais a priori, on monte. Donc Ouais, c'est pas tant mal. que tu montes, ça va en fait. Ouais. C'est quand tu vas commencer à te dire que je vais peut-être baisser parce que je trouve pas de clients, des choses comme ça. Là, c'est peut-être que soit tu cherches pas suffisamment ou que tu es vraiment dans une période où tu as besoin d'un nouveau client, du coup. Mais en général, on va toujours vers le haut au final, en termes d'expérience, de Ouais. tarifs, etc. Et puis je trouve que quand tu es dans cette difficulté, justement, c'est pas là faut pas lui dire oui à ce client-là, tu vois. C'est ça. C'est lui Mais ça qui va- vient qui après. va tomber Ça dans un vient après. trou. Tu vas donner ce Ouais. conseil-là à quelqu'un qui démarre et bah déjà, il va pas avoir la substance pour l'entendre. Tu vois, il va pas avoir Non, il va pas parce savoir que- pourquoi tu lui oui. dis ça. Ouais. Et en général, quand je parle à des connaissances ou des contacts qui se lancent ou qui commencent à vendre quelque chose, je peux pas leur dire. Enfin, même si je leur dis double tes prix, tu vois, ça va. Ils vont pas pouvoir le soutenir après devant la personne, devant le client, tu vois. Oui, c'est une véritable Donc, il y a- décision personnelle Exactement. et un engouement que tu dois avoir aussi par rapport à ce que tu fais toi. Ouais. Donc ça implique que tu t'en rendes compte. Mhm. Mais je pense que c'est jamais OK de baisser ses tarifs. Je pense que c'est toujours un truc que tu finis par regretter. Donc peut-être vous n'êtes pas prêt à entendre, mais à celle ou à la celle. Je vais pas te contredire. Parce que voilà, les expériences Parce prouvent que la vie. voilà, Exactement. l'inflation ne diminue pas, tu vois, elle s'arrête pas, donc on va pas baisser ses prix non plus, Bah non. faire des remises, des choses comme ça non plus. Il y a des cas, il y a des situations où tu peux, où ça a du sens, C'est mais ça. si tu Admettons, connais pas, ça marche voilà. aussi, quoi. Si c'est pour dire oui à un autre projet, si c'est pour faire du volume potentiellement avec tes prestats, c'est pas un conseil absolu. Mais voilà. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'en business, il y a un côté où si tu le sens pas, faut pas y aller. C'est ça, oui. En fait, Ouais. j'aimerais dire que c'est la peur, c'est l'appréhension. C'est faux. C'était mon intuition. Je Ouais, ne c'est devais l'intuition, pas c'est aller l'intuition. là-bas. Ouais, De toute c'est façon, tout. ça aura toujours. Enfin, on peut mettre plusieurs noms sur la même chose, mais si tu ressens quelque chose, il faut agir en fonction, quoi. Si tu sens que c'est pas pour toi ou c'est pas bon, c'est pas le bon moment, tu dis non et puis ça reviendra si ça doit le faire. Tu vois, si ça doit arriver, ça va arriver. C'est pas un souci. Et il faut savoir aussi dire non en cours de route aussi. Tu vois, même si t'as accepté un truc hier. Si tu sens que ça le fait plus, il faut trouver un moyen de faire en sorte que ça marche plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un truc que j'apprends encore au quotidien, au final. Et, de toute façon, on apprend tous les jours. Si j'apprends pas un truc un jour, c'est que c'est pas une bonne journée, tu vois. Ok. Voilà. Bon, après, ça sera toujours une bonne journée puisque je me suis réveillé et je me suis rendormi. Ouais. Donc, toi, je suis en vie, donc c'est une bonne journée. Ouais, ok. Mais il y a bonne journée et bonne journée. Voilà, c'est une excellente journée quand t'as appris quelque chose. Non, c'est une bonne journée. Ok. Ouais. C'est quoi une excellente journée alors? Je sais pas. Quand t'as appris 2 choses. Non, je sais pas. Une excellente journée, c'est un truc exceptionnel. Mais la bonne journée, c'est celle que tu veux vivre tous les jours. Ok, donc il y a le caractère exceptionnel. Ouais, c'est ça, Je vois. exactement. Étymologie, tout ça. Ouais. Donc l'excellente journée, c'est quand tu te réveilles et t'as 3 virements qui sont rentrés, sans que tu aies rien demandé, tu vois, par exemple. Ouais, je vois. Ah là, j'ai des frissons. Je repense à une excellente journée. Voilà. C'est celle à laquelle tu penses quand tu t'endors pour que le lendemain soit bien, tu vois. Ça, c'est l'excellente journée. C'est exactement ça. Excuse-moi. Dans ta façon de communiquer, j'ai l'impression que maintenir tes side hustles, c'est important. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, je suis... Alors, il y a un terme que j'aimais bien, c'était le terme multipotentiel. Ouais. Je l'aime moins bien maintenant parce qu'il est trop utilisé. C'est un label. Exactement. Il y a trop d'articles et de connotations à ce mot-là. Pareil avec ADHD. Exactement. Voilà. Donc, ouais. Il y a en tout cas toutes les étiquettes qu'on essaye de mettre sur les choses pour leur donner un nom et tout, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il y a plein de choses que ça englobe et que finalement, c'est pas vraiment toi. Et voilà, donc multipotentiel, c'est en tout cas le mot dans sa définition, on va dire juste le mot quand tu le lis comme ça, c'est un peu... je l'aime beaucoup parce que ça me représente vraiment, quoi. C'est vraiment... c'est factuel. C'est factuel, ouais, c'est ça. Ouais. Comment dire, j'apprécie plein de choses, énormément de choses, et des fois j'ai envie d'expérimenter.
Bah, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Un lien qui n'est Enfin, pas toi, du coup. Ouais, qui n'est pas moi, oui. Il y a pas. Alors, oui, si, d'un œil extérieur, c'est vrai que tu vas dire, il fait tout, il va partout, il fait des trucs bizarres. Tu vois, c'est un gars bizarre. Le côté Mako est quand même très présent. Enfin, Mais voilà, on voit mais que c'est la curiosité exactement, un peu, c'est la quoi. curiosité qui stimule le truc et qui mène les différentes quêtes au final. Et ouais, c'est une mission. Je sais pas si tu connais le dessin animé Martin Matin. Of course. Voilà. C'est toi. C'est moi, ouais, c'est un de mes personnages préférés dans le monde des dessins animés parce que ben, tous les matins en se levant, il fait un truc différent. Tu vois, Ouais. et il découvre des choses et il kiffe. Et ben, moi, c'est ma vie au final. Donc oui, je suis développeur web parce que c'est ce qui ramène des sous au D'accord. final. Et c'est, on va dire, c'est l'activité qui me fait kiffer depuis le plus longtemps. Et voilà, donc ça dure toujours, donc je continue. Mhm. Ça veut dire que je peux faire des projets qui me rapportent zéro, juste pour le fun, en fait. Parce que j'aime juste explorer la techno et mettre en place des trucs et que ça fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le côté passion qui fonctionne. La photographie, par exemple, c'est une passion qui est sortie de nulle part. Au final, j'ai eu un téléphone avec un appareil photo, j'ai commencé à faire des photos. Et celle-là, tu vois, je veux qu'elle reste passion. C'est-à-dire que alors, je peux vendre des produits, des tirages, des choses comme ça, mais je veux pas faire de prestations derrière. et des choses Ouais. comme ça. Ou alors, je veux que ça reste Un choix. exceptionnel et ouais, un choix. Et vraiment, quand c'est la personne a envie de me payer. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le prix libre. C'est que quand je travaille avec quelqu'un en photographie, ben, c'est au prix libre. Donc, on fait un shooting, une séance ou peu importe. Et ben, tu payes ce que tu as envie de payer. Bah, alors, ça m'intrigue énormément le prix libre. C'est-à-dire que, ok, prix libre, j'entends. Mais dans un coin de ta tête, tu dois quand même avoir une idée de combien. Enfin, comment dire, du seuil, en tout cas, de ce type de prestat. Est-ce que généralement, c'est au-dessus, ce qu'on te donne, ou en dessous? Ça varie. Franchement, Ça ça varie. varie. Ouais, ça varie. Est-ce que ça dépend de la personne avec qui tu travailles? Est-ce que le fait que cette justement, personne soit une pro ou pas, ça. Tu vois? alors, j'en fais pas 10 000 des prestats. Enfin, j'en ai pas Ok. encore fait 10 000, puisque justement, ça me permet de limiter, déjà. Ouais. C'est vraiment. Sinon, tu dormirais pas. Non, je dors pas de base. Donc... Ok. non, je dors très peu. Mais j'ai envie. C'est vraiment pour que ça reste une passion, en fait, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal, des shootings qui Ouais. étaient rémunérés, etc. De la façon classique, tu vois, Oui. j'ai un prix, etc. Mhm. Et j'accepte toutes les demandes qui viennent. Et au final, j'ai trouvé que ça m'épuisait, je trouvais pas, enfin, j'avais l'impression de refaire tout le temps la même chose. Et toi, il n'y avait pas de le côté créatif, C'est création difficile de et monétiser sa créativité. exactement. Mhm. Et surtout, puisque la créativité, c'est un truc qui varie. En tout cas, chez moi, je pense que c'est partout pareil. Grave. Donc, C'est précieux. ça va hein. et ça vient, Quand ouais. ça va bien, faut garder. Exactement. Donc, il y a des périodes où t'as pas, tu l'as pas, au final. Ouais. Et donc, c'est la période où il faut faire autre chose et te poser sur d'autres activités, peut-être. Mm. Et quand tu vis d'une seule chose, déjà, c'est compliqué. Parce que tu peux pas la faire correctement, tu te sens mal quand tu l'as fait. Et en même temps, bah, tu as la vie qui te dit il faut payer telle facture, il y a les prélèvements qui tombent, il y a les trucs. Donc, tu peux pas. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas être photographe pro, tu vois. Non. Ouais, non. De mon côté, c'est plus au niveau de l'illustration, le graphisme, où, tu vois, j'ai toujours dessiné en autodidacte Ouais. et tout. Et j'ai jamais voulu en faire une carrière parce que mais ça arrivait même en art plastique, tu vois. Dès que je me sens un tout petit peu enfermée Exact. et que j'ai l'impression qu'il y a un objectif, une deadline et tout, j'arrive plus à créer, j'arrive plus à rien faire. Ouais, j'ai je plus vois. d'idées, Je vois. Bah, j'ai le. Et ouais, et je pense que dans une société capitaliste, il faut chérir justement les passions qu'on a et qu'on peut avoir le luxe de ne pas monétiser. Oui. Ouais. Oui, en fait, Ouais, c'est ça. en soi, c'est aussi, ouais, c'est un luxe au final, parce que je dis non à de l'argent, tu vois, c'est insensé. Il y a des gens qui me disent comment ça au prix libre, mais comment ça, tout travail mérite salaire, tu vois, Ça te nourrit autrement. Ouais, ça me nourrit autrement. Mm. Je leur réponds texto que, si je peux pas le faire pour rien, pour zéro, je le fais pas, tu vois. Donc, tout ce qui vient après, ça veut dire que je suis payé à autre chose. C'est-à-dire le fait de créer, le fait de faire les photos, de voir le rendu final, de voir
la personne se voir sur les photos, par exemple, c'est vraiment ce qui me nourrit quand je fais une séance photo. Donc, le côté... L'aspect contractuel, peut-être, va te limiter là-dessus. Ouais, carrément. L'aspect contrat, l'aspect... déjà, il y a un brief, voilà. Exactement. Et quand la personne, par exemple, vient et me dit qu'elle veut un shooting à la plage ou à la rivière, toi, c'est l'un ou l'autre, voilà, je suis fermé, je suis perdu, je peux plus rien faire d'autre, tu vois. Même si j'avais une autre idée qui serait ni l'un ni l'autre, tu peux pas la verbaliser, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Exactement. Ouais. En tout cas, plus difficilement. Oui. Donc voilà. Donc il y a déjà ce côté frustrant. Donc moi j'aime bien qu'on puisse créer quelque chose ensemble. Donc la personne, on s'envoie des inspi, on s'envoie des lieux, des choses comme ça, et ça crée un projet au final qui, quand il sort, on est tous contents d'avoir mis la main à la pâte, tu vois, même s'il y a d'autres personnes qui viennent, des accessoires, des machins. Eh bien, on est tous contents au final de voir le travail fini. Et voilà, c'est ça qui me nourrit, en tout cas dans la photo. Donc voilà. Donc j'ai choisi le prix libre. C'est pas encore quelque chose, c'est pas une pratique qui est très visible, en tout cas ici. Peut-être dans le milieu associatif, dans les choses comme ça, où c'est un peu pas la quête, mais l'expérience. Non, le côté pourboire ou le côté tu donnes ce que tu peux donner. Tu donnes ce que tu peux. Donc, il y a un côté assez social dans ce mode de fonctionnement-là. Oui. Et j'ai pu écouter des podcasts qui en parlaient. Et je trouvais que ça m'a rassuré dans la démarche. Tu vois. Ça m'a dit, OK, il y a des gens qui fonctionnent vraiment comme ça depuis des années et qui sont tout le temps. C'est leur activité principale qui est au prix libre. Je me dis, s'ils peuvent le faire, c'est que ça peut marcher, tu vois. Ils le conseillent pas forcément, parce que on connaît le système dans lequel on vit, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Ouais, c'est vrai que je sais pas si je me sentirais de faire ça sur mon activité principale, mais sur le podcast, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Okay. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pu avoir des opportunités de collaboration par rapport au podcast, et à chaque fois j'ai dit non, parce que c'est pas pour ça, tu vois. Ok. Mais en fait, mais bon, tu l'as dit, plutôt dans la vie, il faut manger. Et je me pose des questions sur les nouveaux modes, les nouvelles façons de collaborer. Il y a un ami qui me parlait du fait de, entre guillemets, faire du bénévolat contre de l'equity, tu vois. Donc en gros, bon, après, ça, c'est encore une fois plus dans la tech et tout. Ouais. Mais tu identifies une start-up qui t'intéresse. Tu sais qu'ils n'ont absolument pas les moyens de se payer, en fait, tes services. Ouais. Mais tu y crois absolument. Ouais, je vois. Du coup, soit tu peux mettre en place du bénévolat sur une partie. Donc, par exemple, par rapport à mon métier, ce serait sur de l'apport de lead ou du SEO, du référencement, tu vois. Et du coup, déterminer un pourcentage par rapport aux clients qui viennent de ce canal. Ok, je vois. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, au final, d'être un peu apporteur d'affaires. Ouais, exact. Et que à terme, en fait, le but, c'est que tu rentres à l'actionnariat de l'entreprise, tu vois, au capital, parce que du coup, tu n'avais pas forcément les moyens de rentrer au capital, qu'ils n'ont pas forcément les moyens non plus d'avoir un actionnaire supplémentaire, de te payer. Et en fait, c'est hyper collaboratif et ça peut quand même, derrière, créer une structure qui est pérenne et rentable. Ouais, c'est un modèle qui est assez bien. Je pense que ça vient il faut que ça vienne d'un côté plus personnel et social avant que ça soit côté business. Soit que ça serait pas forcément ça serait un truc que ça serait un mode de fonctionnement que tu peux faire limite avec des amis ou des gens que t'as. Tu penses? Ouais, je sais pas. Enfin, je me vois mal. Alors, j'ai déjà eu on m'a déjà approché dans cette optique-là. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être cette approche qui est un peu biaisée, tu vois, par exemple, des entrepreneurs qui lancent une start-up, un business, et qui cherchent un associé. Tu vois, le côté, je cherche un associé. Ah ouais, non, tu vois, c'est pas pareil. Je pense qu'il faut que ça vienne dans l'autre sens. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Il faut que ça vienne de... Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu viens en mode innovation, je veux révolutionner tel marché, là, il y a un peu plus d'inconnu, tu vois, à la fin de l'année. Même si tu rentres au capital, tu sais pas s'il y aura grand-chose à séparer après, tu vois. Et je sais pas pour toi, mais perso, je me méfie de mon côté. J'aimerais tellement que ça marche. Parce que des fois, tu veux que ça marche mieux que les gens qui lancent l'idée ou le projet, tu vois. Ou que la cible finale. Oui, aussi. En mode, des fois, en fait, c'est une bonne idée, mais c'est pas le bon endroit. Je pense qu'en Guadeloupe, on a plein d'exemples là-dessus, tu vois. Ouais.
Carrément. Ouais, tu vois, ça me fait penser justement à l'application Déposer. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de l'utiliser Alors, pas l'utiliser, parce que je suis à moto, donc c'est un peu compliqué de prendre des gens en stop. Ouais, je pourrais faire l'effort. Bon, après, tu peux demander à la personne d'emmener son casque, mais bon, le reste... mon siège passager est pas très confortable. Donc, oui, donc tu vas pas avoir de bonnes étoiles et tout. Non, j'aurais pas de bonnes notes. Ouais. Mais du coup, parce qu'en fait, j'ai bossé sur une autre appli qui était sortie avant, avec avec une autre équipe finalement, qui était, c'était Carter à l'époque, qui faisait covoiturage et chauffeur privé. Nice. Et du coup, donc c'était, alors je sais pas si tu as connu le Spot. Alors le Spot de nom. C'est-à-dire que j'ai connu la légende et la légende. Ouais, parce que moi je suis arrivée quand ça fermait. D'accord, mais c'est ce que j'ai rencontré tous les gens qui y étaient, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais quand quelqu'un me dit qu'il a été au Spot, en général ça colle, c'est cool et tout. Il y avait donc j'ai l'impression qu'il y avait une bonne énergie à cet endroit. Très bonne, ouais. Donc, du coup, c'était à cette époque-là, donc au lancement du Spot, c'était les premiers arrivants en tant que start-up à l'époque. Et du coup, à un moment, je les ai aidés pour retaper l'appli, corriger quelques trucs et améliorer le fonctionnement. Donc après, bon, ils ont pas, on va dire, tenu par la suite dans la durée et ont choisi d'arrêter. Mais du coup, quand j'ai vu Déposer sortir et quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, ah ouais, cool, ils relancent ce projet-là. Et j'ai vu les campagnes de com, enfin, comment on appelle ça, les opérations qu'ils faisaient aux différents festivals, etc. Je me suis dit, ouais, c'est cool, ils gèrent bien le truc. Donc, j'ai écouté le podcast aussi. Et voilà. Donc oui, je connais l'appli, ouais. Et je trouve que c'est justement un projet hyper parlant par rapport à ce dont on est en train de discuter, puisque du coup il y a le côté appréhension de l'utilisateur à la technologie, mais clairement, produit d'utilité publique en même temps, tu vois. Donc en fait il y a un côté où je trouve on a envie que ça marche. Enfin, moi j'ai vraiment envie que ça marche. Il y a tous les, comment dire, il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Mais au final, on se rend compte qu'il y a un facteur qu'on peut pas vraiment quantifier. Enfin, on peut pas mettre un nom dessus et qui fait que ça a du mal à marcher, tu vois. Oui. C'est pas forcément le côté technologie ou application, etc. Non. Cette fois, c'est une espèce de mix de plein de paramètres qui fait que ça a du mal à prendre parce que déjà, le côté voiture, il y a l'affect qui passe avec le véhicule. La culture. Il y a le côté culturel. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui... C'est un produit compliqué au final. C'est compliqué. Ça a l'air hyper simple. Oui, à la base, c'est simple. Mais au final, c'est compliqué parce que ça mélange tellement, ça regroupe tellement de sujets qui sont compliqués finalement et très différents que ça t'empêche de pouvoir faire une solution qui fonctionne correctement pour tout le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a le côté relations sociales, puisque quand tu vas rencontrer des personnes que tu connais pas et que tu vas te mettre en mode comment dire, quand tu rentres dans leur voiture, tu vois, t'es un peu vulnérable au final, tu vois, tu rentres dans l'inconnu, tu sais pas comment il conduit, tu sais pas comment, toi, qui sait exactement. Et donc il y a ça, il y a le côté où tu demandes un service, donc forcément t'auras pas comment dire, il y a le côté représentation sociale, donc tu peux pas dire que tu fais du stop, enfin du covoiturage ou du stop. Tu vois, il y a un côté. C'est pas un truc que tu vas advertise. Exactement. Ça, donc c'est le clair. bouche à oreille, il est ralenti par ça, puisque il y a que les personnes, enfin il y a que les chauffeurs au final qui vont te dire moi je fais du covoiturage, je déplace, je dépose, etc. Donc il y a plein de complications qui font que le projet il fonctionne pas forcément, même si le potentiel il est là, ça marche ailleurs, ça marche. Mais ça marche pas à 100% comme tu voudrais que ça fonctionne, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça me rappelle la conversation qu'on a eue avec Yannick juste avant sur les pain points du client et le fait que, là, en tout cas par rapport aux utilisateurs, le pain point, il est beaucoup plus compliqué que j'arrive pas à me déplacer, en fait. Ouais, effectivement. Comme tu dis, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en jeu et du coup, c'est hyper compliqué. Oui, mais en fait, comme les gens, ils ont une habitude déjà ils ont une habitude comment dire, de fonctionnement, donc ils savent faire sans, tu vois. Donc c'est un peu la spécialité locale, ça. Oui. En vrai. Mais on est tellement
résilient au final que ça devient compliqué d'apporter des solutions. Pourquoi on n'est pas hyper d'innovation? Alors c'est ça que tu vois, je comprends pas. Parce qu'au final, j'ai l'impression que l'innovation est en nous, dans le côté résilience et tout, genre. Mais en même temps, c'est comment dire, c'est les deux faces d'une même pièce, tu vois, parce que t'es tellement habitué à avoir des problèmes et être dans la problématique au quotidien que les solutions, comment dire, que t'as pas envie d'utiliser des solutions, quoi. C'est comme si tu dis, bon, j'ai l'habitude de faire comme ça, ça le fait, quoi. C'est presque trop d'efforts que de tester un truc nouveau, tu vois. Il y a cette chose-là. Et du coup, ça fait une bonne transition avec avec le site que j'ai lancé avant-hier, pour le carnaval, puisque j'ai eu des échanges justement hier avec des gens par rapport au projet. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais ma pub tout seul. Tu me dis si c'est pas bon. Non, vas-y, pas de souci. Du coup, le site s'appelle Omasla et c'est, on va dire, un site qui permet de localiser tes groupes, notamment les groupes APO, durant le carnaval, puisque c'est... justement, on parlait de pain point et c'était... Ouais, beaucoup. Exactement. C'est ça mon pain point. Voilà. Donc, on ne sait pas où ils sont. On est dans Pointe-à-Pitre, par exemple. On essaye de voir notre groupe préféré. On veut le suivre le plus longtemps possible. Mais on n'y arrive pas parce que ils sont à tel endroit. Et d'habitude, ils vont pas là, mais ils sont là. On ne sait pas pourquoi. Même les membres du groupe, ils savent pas pourquoi ils sont là. Et, ils savent pas s'ils vont rester là. Et ils savent pas s'ils vont rester là, mais ils sont là pour le moment. Et toi, tu es à l'endroit habituel et tu les attends. Et voilà. Et donc, tu te dis, si tu te déplaces, tu vas les rater. Ils vont arriver, tu vas marcher pour rien. Et t'as pas envie de faire des kilomètres non plus dans Pointe-à-Pitre, quoi. Donc l'idée vient de là, c'est que on en avait marre de marcher et d'attendre. Voilà, on voulait profiter du MAS. Et donc la solution, c'est à la fois un site donc qui permet c'est un site collaboratif donc qui permet de déclarer quand tu vois un groupe, par exemple. Donc quand t'es là et tu vois que Masque à Clé passe devant toi, tu te dis Masque à Clé est à tel endroit, ça te localise et ça met le point sur la carte. Et aussi une application mobile qui est plus pour les membres du groupe, donc les carnavaliers, pour qu'ils puissent diffuser leur localisation en direct. Donc j'aime bien parce que du coup, au final, alors déjà j'aime trop le fait que t'aies pas tout mis sur une seule appli en fait, puisque ça c'est justement on en a parlé hier et il y a des sujets, il y a différentes visions à ce niveau-là. Parce qu'en fait, quand j'en ai parlé, donc j'ai fait une vidéo dimanche soir, juste pour présenter le truc, pour que ça soit présenter le projet, que ça soit un peu utilisé, testé, tu vois. Oui. Du coup, il y a eu pas mal de réactions, félicitations, de choses comme ça. Merci. Ouais. Ça m'a même surpris parce que d'habitude, je fais toujours les trucs en dernière minute, mais j'ai pas ces retours et ces utilisations directes en fait. Donc là, c'était cool. Et surtout, ça m'a permis d'avoir pas mal de discussions et d'échanges par rapport au projet. Et il y a des personnes qui pensaient que l'application, c'était une application et que tu pouvais tout avoir dans l'application, voir tes groupes, etc. Et ils s'attendaient à installer un truc et à voir la localisation des groupes. Donc, moi, étant développeur tout seul, développer des apps, c'est lourd et compliqué. Oui, et puis attends que tout le monde soit au même endroit, qu'il n'y ait pas de réseau et que l'application passe pas, du coup que tout le monde soit frustré. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi parce que les gens pensent que l'application, il n'y a pas besoin d'internet, ou il y a plein de choses qui font qu'on croit qu'une appli c'est mieux qu'un site, alors que. C'est vrai que tu vois. Il y a des cas où au final, j'aurais pensé que la barrière du téléchargement aurait freiné plus de gens. Moi aussi. En tout cas, je l'ai vu à une époque, mais maintenant apparemment ça va et les gens ils aiment les apps. Donc je sais pas, ils ont une app pour Asos, ils ont une app pour tous les trucs de vêtements. Tu sais ce qu'ils aiment aussi? Les QR codes. Oui. Ça c'est marrant parce que ça a pris tellement de temps à apprendre les QR codes, alors que c'est une technique qui date. Il y avait même une guerre contre les QR codes. Ah ça j'ai pas vu par contre. Ah t'as pas suivi? Non. Alors elle est toujours en cours sur les cartes de resto. Rendez-nous les cartes de resto. Okay. On veut tous toucher la même chose, ok? Il est hors de question qu'on scanne un code. Et puis en vrai, quand tu y penses, ça pose des problèmes d'accessibilité, je trouve. Parce que la majorité des gens ont un smartphone, mais c'est quand même...
je veux dire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, sur les smartphones Android, tu avais besoin d'une application pour scanner les QR codes. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pratique pour le commerçant, le communicant, que pour l'utilisateur. Mais il y a des cas. Il y a des cas où c'est... je vois une affection grandissante pour le QR code. Oui. Et je me dis, par rapport à ce projet, que ce soit redirigé vers une appli ou un site, ça pourrait être cool d'avoir des QR codes à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Ouais, carrément. On y a pensé. On a pensé à faire des t-shirts, par exemple, comme ça, c'est cool. Les gens peuvent scanner pendant qu'on est en train d'apprécier le carnaval. Ouais. Et toi, faire en sorte que ça soit accessible, quoi, pour partager le projet. Et mais c'est vrai que le côté appli, c'était une grosse question. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça va rester un site, parce que j'ai pas le temps d'aller tout recoder pour faire une application avec tout dedans. Mais je pense que ça vaut le coup d'en parler avec eux aussi, tu vois. En fait, la vidéo que tu as faite Enfin, je pense que ça a aussi, quelque part, fait un relais pour... ce projet existe, je vais aller voir. Mais du coup, derrière, le contenu partagé en story où tu nous as partagé les stats... En fait, moi, la première fois, je me suis dit, vas-y, j'ai pas le temps. Là, quand j'ai vu les stats, je me suis dit, non, en vrai, faut quand même que j'aille tester, faut que j'aille voir et tout, c'est important. Et j'apprécie tellement le fait que vous l'ayez fait avant, en fait. C'est-à-dire avant que ça soit un sujet, vous nous avez parlé du projet. Et du coup, je pense qu'il y a un peu un truc, bon, là, désolé, je glisse dans mon expertise, mais vas-y. Il y a un peu un truc build in public, tu vois. Oui, carrément. Et du coup, quand tu build in public, il y a aussi cette question de, ça peut juste être un sondage sur Instagram, où derrière, t'expliques les enjeux au niveau du choix du site web versus une appli. Et un peu le côté en mode, préparez-vous les gars, ça va être mieux pour vous, quoi. Oui. Justement, je pense que, c'est pas prévu parce que je prévois pas grand-chose, mais... mais en gros, je pense en parler un peu plus, faire plus de contenu dessus pour pouvoir montrer le pourquoi du comment. C'est organique d'en parler. Exact. Et moi, je pense que c'est parce que je suis développeur de base que le côté... développer un public, créer son projet avec tout le monde au final, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Tu vois, je suis assez réticent à faire un truc en secret et toi, moi, c'est vraiment dès que j'ai l'idée dans la tête, je me dis il faut que j'en parle parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a eu cette idée-là et qui a déjà commencé un truc. Donc je vais pas tout recommencer, tu vois. Et là, par exemple, j'ai parlé du projet. Il y a j'ai des potes de longue date qui ont déjà bossé sur ça avec le même nom que l'idée de départ, tu vois. Je l'avais appelé Oyo et ils ont lancé une app l'an dernier qui s'appelle Oyo. Et c'est deux frères pareil, et là je bosse avec mon frère et je me suis dit c'est vraiment bizarre qu'on ait la même idée, le même nom pour le même sujet au final, et ils ont fait une app et pareil. Et du coup, il faut vraiment... pour moi, je pense que dès que tu as l'idée qui te traverse, tu vois, d'en parler, ça te permet de soit déjà voir si c'est quelque chose qui est viable ou pas, et de créer des connexions avec des gens pour que ça aille plus vite au final. Donc, je suis dans le building public. Je pense que c'est une belle façon de conclure. Ouais. Parce que en vrai, qu'on parle depuis un moment. Oui, en vrai, non mais en fait, je crois qu'il faudrait qu'on fasse un deuxième épisode parce que j'ai tellement d'autres questions à te poser, parce qu'en fait, j'aurais aimé qu'on parle justement un petit peu plus de ton poste en tant que développeur, des technos sur lesquels tu travailles, de tes projets, de ce que tu conseilles, de tout ça, de ce que tu penses du futur de l'IA en Guadeloupe. Mais je pense que le mot d'ordre, en tout cas aujourd'hui, c'est de retenir en fait l'aspect collaboratif de tes projets, le fait que d'impliquer les autres, c'est plus ou moins... En tout cas, de ce que j'entends, ça a été le fil conducteur sur ce qui t'a fait avancer. Oui. Donc, j'espère que cette appli aura plein de traction et que ce site aura plein de visites et que les gens te feront des retours concrets qui t'aideront à améliorer cette solution. Ouais. Même s'ils ne sont pas concrets, les retours, toi, dès qu'il y a un retour qui vient du cœur, c'est bien, c'est bon à prendre. Par concret, j'entends en fait que ça arrive jusqu'à toi, tu vois. Oui, parce que les gens ont souvent tendance à verbaliser ce qu'ils pensent et à se dire ouais, bon, je vais pas aller lui dire parce qu'il a déjà mis le truc en place, donc c'est bon. Si, venez nous dire en fait. Exactement. Venez nous dire quand vous aimez pas, quand vous trouvez ça bizarre, quand vous trouvez pas le bouton, quand vous voyez pas ce qu'on vous a promis.
Parce que voilà, quand on fait un projet pendant un certain temps, on a Ouais. la tête dedans et le bouton, tu le vois plus en fait. Exact, Bah. exact. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Partout, Ouais. partout, je suis peux sur tous les peut-être redonner, réseaux. du coup, le nom Donc des c'est applis. @Mako Ouais. jaune. Mako, M-A-C-O, jaune comme la couleur. Et ouais, je suis sur tous les réseaux, donc il n'y a pas un endroit où tu vas pas voir ma tête quelque part. Et pour l'appli du coup, Et l'appli, donc c'est Omasla, ou Masla en créole, donc O-M-A-S-L-A. on le mettra dans la .fr. description de Et l'épisode. voilà, donc ouais, Ok. vous allez retrouver ça sur le site. L'appli sera peut-être bientôt disponible, j'attends qu'elle sorte, qu'elle soit validée. Mais ouais, pour les carnavaliers, ouais. Ok. Trop Voilà. cool. Ben, merci de m'avoir invité encore. Pas Et, de souci. Bah, je te demande pas qui t'as envie d'entendre puisque je crois que ça va être toi. Hein. Une deuxième fois. Une deuxième fois, ouais, mais en plus, t'as déjà parlé à tout le monde. Mais non. Ah si, tous mes amis, ils sont passés là, c'est bon. Non, je suis sûre qu'il y a un... Alors, je suis en train de réfléchir à peut-être quelqu'un que tu as mentionné dans l'épisode. Tu disais que tu le faisais avec ton frère. Ouais. Il est dev aussi? Non, il est plus dans le côté design et graphisme. Who is he? Un homme de l'ombre. Oh, l'homme de l'ombre. Bah écoute, l'homme de l'ombre, ma foi, si tu nous écoutes, enfin j'espère parce que c'est quand même J'espère l'épisode aussi, de quoi. ton Oh. frère, mais en tout cas si tu nous as écouté jusque-là, tu es le bienvenu sur Sauce Digital. Et du coup, Marvin, j'ai hâte qu'on fasse cette partie 2, Il n'y a pas de souci. plus orientée, donc comme je disais, sur ton Sur le métier développement, de développeur et si Bah, ça avec peut en plaisir. inspirer quelques-uns. Avec plaisir. Quelque chose à rajouter? Du tout. Super, encore merci. Et toi qui nous écoutes, merci à toi. J'espère que tu vas télécharger l'application. Si tu es carnavalier, allez sur le site, que ça te sera utile parce que je pense que ça répond à une vraie problématique. Ouais. Ça va changer notre carnaval de cette année, j'y crois en tout cas. Et à bientôt. Hein. À bientôt.